Beaucoup. Alors quand il s'agit d'aller chercher des financements européens, les projets français ont 16% de chances d'être reçus, d'être retenus. C'est un score excellent. C'est probablement le meilleur de l'Union européenne. Alors pourquoi notre pays n'en dépose-t-il pas davantage? C'est la question qu'on va se poser. Quelles incitations pour pousser les chercheurs, les entreprises, les innovateurs? C'est l'un des sujets auxquels s'attaque le tout récent plan français, le plan national, renforcer la participation française. Et on va en parler avec Sandrine Gaudin, Bernard Larouturou, Pascal Lagarde, Vincent Marcatet et Alain Schul. Mais oui, il y a cette chaise pour tout le monde, tout va bien, tout va bien. Voilà, merci à tous d'être avec nous. On commence avec vous. Sandrine Gaudin, vous êtes secrétaire générale aux affaires européennes dans les services du Premier ministre. Et ce plan-là dont on a parlé, il a été conçu par le ministère de la Recherche, mais il a été endossé au niveau interministériel. Ça devient un plan national. Un appel a été lancé pour que tous les acteurs le mettent en œuvre, d'où la présence de certains d'entre eux d'ailleurs à cette table. Et on vous écoute justement sur ce plan. Est-ce qu'il y a l'a motivé finalement? Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Écoutez, moi je suis ravie, je vous remercie de votre invitation pour parler de ce plan d'action qui va permettre d'essayer de s'organiser davantage, encore mieux, pour optimiser, je dirais, notre capacité à aller rechercher ces financements communautaires auprès de l'Union européenne, dont la Commission européenne vient de nous parler, dont vous parlez depuis ce matin. Moi, je voudrais peut-être, parce que je crois que ce plan va être détaillé par le directeur général, je voudrais juste peut-être vous dire quelques mots sur finalement la genèse. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans cette situation de s'interroger sur quelque chose d'assez trivial, qui est en fait, quand je mets 10 euros, 100 euros ou 1000 euros dans une grande machine qui s'appelle le budget de l'Union européenne, combien est-ce que ça me rapporte ? C'est un peu trivial, parce qu'en général, on n'aime pas raisonner comme ça avec l'Union européenne, parce qu'on pense et on doit penser que si on a un budget communautaire entre les États membres de l'Union européenne, qui est porté par la Commission européenne, mais au profit des politiques communes, l'idée, c'est d'avoir l'idée qu'il y a des politiques communes qui peuvent bénéficier d'une valeur ajoutée européenne et qu'il y a des choses qu'on peut faire avec les partenaires. Et donc, j'allais dire, quitte à ce qu'on, entre guillemets, on ne regarde pas, on ne compte pas. Sauf que, évidemment, l'argent n'est pas, les finances, il n'y a pas de finances magiques. Et quand on sait que la France est un contributeur net au budget de l'Union européenne et que nos contraintes financières étant ce qu'elles sont, on est quand même un peu obligé de raisonner de façon triviale et un peu grossière, qui est de dire, bon, c'est bien, je mets 10 euros, 15 euros, 20 euros, mais qu'est-ce que ça me rapporte ? Et le sujet de ce qu'on appelle dans notre jargon le taux de retour, qui encore une fois n'est pas le seul critère avec lequel et à travers duquel on raisonne lorsqu'on réfléchit à la meilleure manière d'avoir un budget communautaire efficace, c'est celui quand même qui nous guide parfois, compte tenu encore une fois de la réalité budgétaire. Donc moi je veux peut-être juste en 5 minutes vous expliquer comment ces questions de financement de la recherche en Europe et de combien on doit mettre et on peut mettre en commun dans ce pot au niveau de l'Union européenne au profit de la recherche et de l'innovation, comment ce sujet s'inscrit finalement dans la négociation plus globale du budget pour l'Union européenne. Parce que, pour vous montrer un petit peu, non pas les contraintes dans lesquelles nous sommes, les raisonnements que nous devons faire, et je dirais la réalité d'une négociation qui est d'une très grande complexité, parce qu'elle fait intervenir 28 États membres, demain 27, la Commission européenne, mais aussi le Parlement européen. Donc, tout à l'heure, la Commission nous disait qu'elle avait mis sur la table une proposition de budget pour les 7 prochaines années à partir de 2020, donc pour 2020-2027, puisqu'on travaille sur des budgets pluriannuels. Et donc, cette proposition qui a été faite en mai, elle est très intéressante parce qu'elle s'inscrit en nette augmentation par rapport au budget actuel. Le budget actuel représente à peu près 1% du revenu national brut de l'UE à 28. Et cette proposition que nous avons sur la table, elle représente 1,13% du RNB, UE 27.
Il ne vous a pas échappé qu'un de nos États membres partenaires et amis va nous quitter l'année prochaine, et donc nous devons raisonner pour les prochaines négociations de ce budget, non plus à 28 mais à 27. Et non seulement nous perdons un partenaire de jeu important dans le domaine de l'innovation et de la recherche, mais nous perdons surtout un contributeur aussi au budget. Parce qu'en fait, en Europe, il y a des contributeurs nets, et puis il y a des pays qui sont encore bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils reçoivent plus qu'ils ne donnent. Cette augmentation de ce budget en augmentation, il est sur la table, et nous avons jusqu'à la fin au maximum jusqu'à la fin de l'année 2020 pour finir de le négocier. Et il y a plusieurs paramètres qui nous guident dans cette négociation, et à commencer par le principe d'accepter un budget à la hausse, qui ne va pas de soi lorsqu'on perd un contributeur, à quelques conditions. Et la première, c'est qu'il y ait une très, très grande modernisation d'un certain nombre de politiques et d'actions au niveau communautaire, dans une optique d'efficacité assez naturelle, qu'il y ait une réflexion, et plus qu'une réflexion, sur de nouvelles ressources propres pour alimenter ce budget communautaire, qu'il y ait également une suppression d'un mécanisme un peu technique sur lequel je ne m'étendrai pas, qui est les rabais, c'est-à-dire qu'en fin de négociation, lorsque certains États membres considèrent qu'ils vont devoir quand même donner beaucoup trop à leurs yeux au budget communautaire, il y a une forme d'écrêtement, et puis il y a un certain nombre de rabais qui sont consentis, mais il y a aussi un certain nombre de pays qui se retrouvent justement à financer ces rabais. Et nous en faisons partie. Alors il y a le célèbre chèque britannique, qui est un rabais qui va disparaître en même temps que le Royaume-Uni nous quittera, mais en tout cas il y a d'autres rabais, il y a d'autres États membres, mais par pudeur je ne les citerai pas, qui bénéficient de quelques rabais que nous finançons. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, le système doit être complètement revu pour avoir un budget qui soit beaucoup plus équitable, avec une source d'alimentation qui ne dépende pas simplement des ressources nationales et des contributions que nous faisons tous les ans au budget, qui, pour la France, je cite le chiffre, avoisine, selon les années, entre 18 ou 20 milliards par an, donc de contributions de la France au budget de l'Union européenne. Quelles sont nos contraintes pour nous ? C'est maîtriser, premièrement, cette contribution nationale, qui n'est quand même pas négligeable. Vous allez me dire, ces 20 milliards, c'est un peu là aussi trivial et un peu grossier. Le mettre au niveau de l'Union européenne pour un budget commun, on doit quand même se poser la question de l'efficacité. Est-ce qu'on ne pourrait pas en garder à des niveaux nationaux pour alimenter des politiques? Si on fait ce choix, c'est pour des motifs, je dirais, de construction, de consolidation de politiques communes ou de valeur ajoutée européenne. C'est le cas pour la recherche, mais c'est quand même une contrainte qui est devenue très forte compte tenu notamment de nos engagements communautaires à respecter la discipline budgétaire. Le deuxième objectif, qui est aussi une contrainte pour nous, qui est de préserver un certain nombre de politiques communes et leur financement à même niveau, notamment la politique de cohésion, la politique agricole commune, qui sont des politiques pour lesquelles nous sommes extrêmement bénéficiaires. Et donc, on ne veut non seulement pas perdre ces politiques-là, qui ne sont pas si traditionnelles, parce qu'elles peuvent être modernes, elles peuvent être encore modernisées, mais elles ne sont pas si traditionnelles. Moi, j'aime pas l'opposition des vieilles politiques et des nouvelles, l'innovation qui serait les nouvelles missions très, très, un peu chic, un peu glamour, et puis la politique agricole commune qui serait un peu plus ancienne. Non, je pense qu'il y a de très belles choses à faire en matière d'innovation agricole, justement, et c'est des domaines où il y a des besoins également de recherche. Et troisième objectif, c'est d'essayer de financer de nouveaux besoins, de nouvelles mises en commun, finalement, de moyens financiers au niveau des 27 pour financer des nouvelles priorités que sont la protection des frontières, la défense commune, des choses pour lesquelles, là aussi, et l'innovation, pour lesquelles nous voulons une Europe plus forte et plus souveraine. L'idée, donc je le disais, c'est de passer un peu au crible ces politiques et ces rubriques telles qu'elles nous sont proposées sur la table par la Commission depuis le mois de mai, pour voir lesquelles peuvent être pour nous très bénéficiaires en termes de taux de retour. On sait par exemple qu'en matière de politique spatiale, en matière de politique de recherche pour ITER par exemple, ou la politique agricole commune, nous avons d'excellents taux de retour, donc il n'y a aucune raison de ne pas continuer à alimenter le budget au niveau de l'Union. S'agissant de la recherche et de l'innovation qui vous intéresse au premier chef, comme vous le savez, c'est une forte priorité. La proposition qui est sur la table, qui n'est qu'une proposition, ça veut dire que le chiffre qui est sur la table n'est pas forcément le chiffre qui sera à la sortie, celui qui sera dans le budget agréé, autour de 100 milliards, ce qui est une somme considérable.
Ces discussions que nous avons commencées sur ce programme Horizon, alors que moi j'étais habituée à Horizon 2020, bon, on va s'habituer à Horizon Europe, elles sont importantes parce qu'elles nous permettent de définir, et ça vous le savez, un certain nombre de priorités. Et pour nous, c'est clairement tout ce qui touche à l'innovation de rupture qu'on essaie de valoriser, tout ce qui touche au financement de l'excellence et aussi tout ce qui touche aux synergies entre les universités européennes et les fonds à la fois du programme Horizon Europe, mais aussi les fonds plus classiques de la politique de cohésion, des fonds, ce qu'on appelle les fonds structurels dans notre jargon. Ce travail de négociation a démarré, pas pour l'instant pas sur les questions de volume et de montant. On garde, j'allais dire, le meilleur pour la fin. On définit d'abord les paramètres des programmes sectoriels et ensuite on parle d'argent concrètement. Mais en tout cas, il est clair qu'une augmentation du budget pour nous au niveau communautaire pour les 7 prochaines années doit vraiment se regarder en lien avec notre capacité à obtenir davantage et à aller chercher beaucoup plus que nous le faisons aujourd'hui, d'où cette idée de plan de mobilisation un peu générale qui doit consister à nous mettre en meilleur ordre de marche pour y arriver. On se situe en 3e position des pays bénéficiaires pour ce programme Horizon 2020, derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et on bénéficie environ de 995 millions d'euros par an, enfin 1000 millions d'euros par an, on va dire, pour des équipes nationales, académiques ou entreprises confondues. C'est loin d'être anodin, mais de mon point de vue, ça reste frustrant, parce qu'on sent qu'il y a un appétit très fort de travailler dans ces logiques européennes désormais. Et en même temps, il y a toujours cette fameuse recherche de plus de simplicité, de simplification des processus. C'est vrai que, et vous allez le dire et sans doute le répéter, essayer d'obtenir des financements communautaires nécessite de passer par des procédures, parfois d'appel d'offres, mais souvent par des choses assez complexes, assez longues. Mais je crois que la persévérance et la professionnalisation autour de cette recherche de financement, elle doit encore être encouragée. Le potentiel que nous avons pour encore aller chercher ces financements communautaires, il n'est pas encore complètement exploité. Et je pense qu'on doit vraiment poursuivre cet objectif. Nous avons, vous le savez mieux que moi, un tissu de chercheurs et d'innovateurs qui sont vraiment très à la pointe. Et d'ailleurs, certains dans cette salle sont aujourd'hui les lauréats de la 6e édition des Étoiles de l'Europe. Donc j'en profite pour les féliciter. Et je trouve qu'il faut vraiment inverser cette tendance que nous avons, qui est un peu en déclin, qui est à rester à un niveau de participation et d'implication dans ces financements communautaires qui reste trop faible. Donc il faut que on vive désormais, notamment pour les jeunes chercheurs, dans cette idée que c'est au niveau de l'Europe qu'il va falloir aller frapper à la porte pour aller chercher des financements. Il y a, je sais, un certain nombre de guichets nationaux, mais ces guichets nationaux vont petit à petit se substituer et être remplacés par des financements communautaires de plus en plus, et on doit aller dans cette recherche et dans cette mobilisation. Je n'entre pas dans le détail du plan parce que ça c'est le sujet de Bernard, mais en tout cas je vous remercie de m'avoir invité, de me donner l'occasion de replacer le contexte de cette négociation assez complexe du budget de l'Union européenne, dans laquelle je dirais, et à l'occasion de laquelle nous pensons beaucoup à vous, parce que le sujet de la recherche, de l'innovation est très présent et naturellement important et crucial pour tous les États membres. Alors Madame Gaudin, vous devez nous quitter tout à l'heure, dans quelques instants. Si une personne a envie de réagir, discuter, poser une petite question à Madame Gaudin dès maintenant, je crois que c'est le moment, sur ces sujets, sur ce contexte finalement dans lequel on se trouve. Je n'en vois pas, à moins que je me trompe. Non, je ne vois pas. Si, tout là-haut. Si, tout là-haut, là-haut. Allons-y. Le micro vient jusqu'à vous. Bonjour Madame, Valérie Zwilling, Association nationale de la recherche et de la technologie. Vous avez évoqué la question de la synergie des fonds, en particulier innovation avec les fonds de cohésion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous voyez les choses et où en sont les articulations, les synergies possibles? Merci.
Alors, elles sont très prometteuses, mais elles sont très compliquées à opérer en pratique. Et ceux qui réussissent à le faire sont très contents. Ce matin, M. Paquet me citait l'exemple de l'université de Marseille, qui se débrouille très bien dans l'association de fonds FEDER, de fonds structurels de la région, combinés à des fonds du programme Horizon 2020. Il y a quelques régions qui parviennent à le faire. Alors, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle un peu de la finance innovante, puisque c'est parfois un peu compliqué à monter. Mais en tout cas, je suggérerais que ceux qui arrivent à le faire expliquent aux autres comment ils le font, parce que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est de ne pas avoir un budget de l'Union européenne avec des cases recherche, innovation, politique régionale, politique agricole commune, recherche agricole, etc. C'est d'avoir des synergies entre les différentes enveloppes et de bénéficier à plein sur une thématique de différentes possibilités financières. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu développé et pas assez développé clairement. L'appel d'offres que va présenter la Commission pour les universités européennes et le programme d'université européenne comprendra une dimension recherche, M. Paquet le disait tout à l'heure, et c'est là aussi une manière de combiner des fonds liés au programme Erasmus et des fonds liés au programme recherche. Donc c'est encore embryonnaire, c'est trop peu utilisé. Et je propose vraiment qu'il y ait une mutualisation des connaissances sur ce sujet-là. Des retours d'expérience. Et des retours d'expérience. Absolument. Très bien. Merci, madame. Bernard Larouturou, prenez donc un micro, directeur général de la recherche et d'innovation au ministère. Alors, ce plan, il a été concocté justement au sein de votre ministère. Quel en est le détail? Alors, avant de dire le détail, je vais directement à la suite de ce qu'a dit Sandrine Gaudin, quand même dire quelques mots de motivation. Je crois que c'était très important de poser quelques éléments en termes budgétaires, parce que c'est quand même ce qui est très prégnant pour les décisions. Et donc, il faut qu'on sache tous, on a un caillou dans notre chaussure. Lorsque nous, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, on va parler avec la direction du budget. Et lorsque vous, chercheurs, patrons d'organismes de recherche, patrons d'universités, vous nous dites que vous trouvez vos financements insuffisants, on est tous en train de donner à la direction du budget un argument trop facile de dire, écoutez, s'il manquait du budget dans les financements français, les chercheurs iraient en chercher plus à l'Europe. On contribue pour 100% à l'Europe et on a un retour qui est entre 10 et 11% et plutôt en tendance baissière. Donc voilà, cette motivation-là, c'est très important. Je souligne ce que... Et ces chiffres vont bouger, ce qui veut dire qu'il faut que notre taux de retour bouge aussi, sinon ce hiatus sera de pire en pire. J'ai envie de dire aussi très vite d'autres éléments de motivation, et je crois que même si je pars d'un peu loin, alors qu'on attend de moi que j'entre dans le détail, et je vais parler trop dans le détail, je pense et je le disais brièvement en introduction, il faut se redire qu'on a là quelque chose qui est une chance, que participer à la construction de l'Europe, de l'espace européen, de l'enseignement supérieur, on en parle moins aujourd'hui, mais c'est vrai pour une si grande partie de nos étudiants, et puis de la recherche et de l'innovation. C'est une belle œuvre, c'est une chance, c'est essentiel pour notre place, y compris la place de la recherche française sur la scène mondiale. Ça passe par la place de l'Europe sur la scène mondiale. Seul, on est un pays parmi les plus grands, le 6e ou 7e en publications scientifiques, mais on sait bien que face notamment aux géants que sont les États-Unis et la Chine, ce qui compte, c'est l'Europe et sa dynamique. Je ne peux m'empêcher de dire que je trouve qu'on a une chance extraordinaire et que je mets au regard du fait qu'il nous arrive souvent de critiquer l'Europe. La politique agricole commune est une grande politique européenne et en même temps chaque agriculteur est dans son pays. Nous, on travaille tous avec des copains en Finlande, en Grèce, au Portugal, dans les pays baltes. Voilà, j'en dis pas plus, mais je ne pouvais m'empêcher de dire ça. Je vais vous dire un mot personnel. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense chaque semaine à la chance qui est la mienne de vivre en paix, que n'ont pas connu les générations précédentes, et on contribue à construire l'Europe, notamment dans nos professions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est ça aussi notre motivation. Je suis sûr que vous êtes nombreux à la partager. C'est ça qui doit nous motiver pour se dire qu'on a devant nous un morceau supplémentaire de chemin à parcourir.
Alors ce plan pour l'amélioration de la participation française dans les programmes européens, j'ai eu la chance de le trouver à mon arrivée dans mes fonctions de DGRI il y a 3 mois. Il vient de travaux qui datent de 2016, avec notamment des travaux approfondis d'inspection de plusieurs ministères, l'inspection des finances, l'inspection de notre ministère et d'autres, qui analysaient les chiffres dont nous avons parlé, je n'y reviens pas, et qui proposaient un certain nombre de mesures détaillées. Et sur cette base-là, il y a eu donc des travaux portés par nos équipes au ministère chargé de la recherche et de l'innovation, mais aussi en interministériel. Et il y a eu, l'été dernier, il y a quelques mois, une décision interministérielle de finaliser ce plan, de bleuir ce plan pour ceux qui connaissent le jargon des réunions interministérielles. Donc voilà, c'est un objet maintenant qui est là, qui est interministériel. Ça veut dire que tous les ministères participent. Le SGAE, Secrétariat général aux affaires européennes, et le ministère à l'Europe et aux affaires étrangères. Le ministère et la direction générale qui est la mienne, nous sommes chefs de file. Mais à notre dernière réunion, il y a quelques semaines, il y avait tous les ministères qui sont intéressés à la recherche, que ce soit la santé, l'agriculture, la transition écologique et solidaire, et bien sûr le ministère de l'économie et des finances. Donc il y a une mobilisation très générale dans l'appareil de l'État et très générale de tous les acteurs, qui que vous soyez, vous êtes concernés. Donc c'était dans le film tout à l'heure, il y a 3 types de mesures. Inciter davantage les acteurs à participer au programme européen. Ça concerne des acteurs publics et privés. Ça concerne tous les acteurs publics sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est des bonnes pratiques en matière de valorisation des meilleurs travaux européens. On a une très belle pratique qui nous attend là dans quelques minutes avec des prix pour des très beaux projets. Mais il y a plein d'autres choses à faire, y compris dans la façon dont on évalue les enseignants-chercheurs, dont on évalue les chercheurs, dont on sait les aider à mieux contribuer, dont on sait le valoriser. Le fait d'avoir un plan d'action pour augmenter sa participation au programme européen, c'est pas optionnel, ça sera pas optionnel dans le dialogue entre le ministère et les établissements qui sont sous sa tutelle. C'est vraiment un sujet de mobilisation sur lequel chacun doit être présent, chacun doit avoir son plan d'action. Il y a un plan d'action général, mais ça veut dire de nombreux plans d'action. Il y a aussi des sujets avec les acteurs privés, mais d'autres en parleront. Tous les acteurs qui sont autour de la table, la BPI, les pôles de compétitivité, tout le monde est mobilisé. Donc, premier type de mesures, il y en a 13 en tout, un paquet de 4 mesures sur ce sujet, inciter davantage les acteurs à participer. Deuxième grand axe, c'est accompagner, restructurer l'accompagnement. On a un réseau de points de contact nationaux dont on ne peut pas dire, comme on aime parfois le faire dans notre pays, que le monde entier nous l'envie. Pour dire autrement, il y a d'autres pays qui ont su davantage structurer ce réseau, le professionnaliser. Chez nous, c'est un certain nombre de gens, mais dont plusieurs font ça à temps très partiel. Et donc, comment on revisite ce réseau, comment on l'articule bien avec les établissements, avec les acteurs dans les territoires. Comment ensuite, j'en parlais hier à une réunion à Région de France, il y a une des mesures qui est ce qui se passe au niveau régional et avec les acteurs conseils régionaux, comment dans les politiques de site, notamment dans nos grands sites universitaires, et on veut renforcer les politiques de site et renforcer l'engagement conjoint des organismes nationaux et des grandes universités de recherche en matière de recherche et d'innovation, et comment dans chaque site, ces acteurs-là, l'ensemble des acteurs du site, travaillent ensemble. Par exemple, ont ensemble, ce sera à eux de choisir, mais nous, on leur demandera quel est votre plan à l'échelle d'un site pour se donner à l'échelle d'un site les meilleures façons d'aider au montage de projets, etc. Donc, vous voyez, j'ai parlé de plusieurs échelles. J'ai parlé du réseau des points de contact nationaux, j'ai parlé des régions, j'ai parlé des sites. Ça, c'est le deuxième paquet, je dirais, de mesures sur l'accompagnement. Inciter, accompagner. Le troisième verbe, il était dans le film au début, c'est influencer. Donc renforcer nos capacités auprès de la Commission européenne.
qui était représenté tout à l'heure par Jean-Éric Paquet sur cette estrade, et l'ensemble et auprès de l'ensemble des acteurs. C'est pas d'ailleurs que le PCRI, c'est l'ensemble de programmes européens. Il y en a qui sont portés par d'autres directions générales. Hein. Donc renforcer notre capacité à être présent à Bruxelles, renforcer notre présence sous la forme des experts qui sont les experts nationaux détachés, qui sont au sein des instances communautaires. C'est le sujet de notre présence à Bruxelles, ce qui s'appelle aujourd'hui le CLORA, sur lequel j'entends des choses variées, sur lequel on a retravaillé pour voir si c'est le bon dispositif. C'est ces sujets-là, et ça c'est clair depuis longtemps que c'est une vraie faiblesse française. Donc je ne suis pas absolument sûr que dans 2 ans ou dans 4 ans on dira c'est une vraie force française, mais enfin on a vraiment à corriger le tir, on a vraiment à se mobiliser sur ce sujet-là aussi. Hein. Donc ce plan pour l'amélioration de la participation française à l'Europe, c'est le PAPF. Donc tous dans le PAPF. Je ne sais pas si le cycle va devenir très, très connu, mais on est vraiment tous concernés. J'espère qu'on vous fait partager notre conviction que c'est à la fois une chance et un bel avenir à construire, mais aussi une sorte d'ardente obligation. Moi, j'ai dit très vite à mon arrivée que je considérais que ce serait un de mes grands chantiers, mais ce n'est pas un petit ministère dans un coin et un directeur général qui considère que c'est son grand chantier qui vont faire du changement. C'est vraiment tous ensemble avec vos organismes, les universités. Dans la table ronde précédente, il y avait un président d'université avec l'appui que peut apporter, pour laquelle la BPI, Pascal va en parler, est prête à se mobiliser, a fait des propositions avec tous les acteurs des territoires. On a un avenir important et une mobilisation à construire tous ensemble. Je ne crois pas que je vais aller beaucoup plus dans le détail. Si vous voulez la mesure 6, c'est la mesure 6 bis. On vous enverra les documents. Merci beaucoup Bernard Larouturou. Alors, à BPI France, Pascal Lagarde, on se mobilise, on fait des propositions pour augmenter cette participation française ? Oui, exactement. Merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet qui bien évidemment, à BPI France, nous intéresse beaucoup. Dès la création de BPI, on s'est beaucoup mobilisé autour des affaires européennes, de ce qui nous concerne évidemment. Je ne parlerai que du financement des entreprises et pas du reste, bien sûr. Il faut savoir qu'on est un gros gestionnaire du programme H2020, puisqu'on distribue à peu près 350 millions d'euros par an de prêts Innofin. Donc Innofin, c'est un des programmes de H2020 qui est basé sur les instruments financiers. Donc on a donc à partir de garanties pour des entreprises innovantes mais plutôt plus tardivement. Là, on est quelque part dans la chaîne. Ça a très très bien marché. Alors je voudrais juste dire pourquoi ça a très très bien marché. Parce que, en fait, c'est un outil assez adaptatif en fonction des besoins. Donc, on a designé en fonction des besoins de ce qu'on savait faire. On a utilisé nos 48 implantations régionales pour atteindre les entreprises. Ça, c'est très important. Ça a été dit à la première table ronde. On n'atteint pas des PME de Paris. C'est compliqué, enfin, sauf celles qui sont dans le coin, quoi. Et puis, on a fait, comme diraient nos amis de l'Union européenne, du blending, puisque c'est le mot qui est à la mode, mais du blending entre les outils, le mélange d'outils financiers d'origine nationale et d'outils financiers d'origine européenne. Donc on a mélangé des garanties publiques françaises avec des garanties publiques européennes pour arriver à un produit assez attractif en matière de taux, en fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. On a également, il y a une partie fonds propres sur Innofin auquel on a travaillé autrement. On a fait du co-investissement assez fort avec le FEI qui était le gestionnaire de cette partie-là dans tout ce qui est fonds d'amorçage en France. Donc deux outils qui ont plutôt bien marché. C'est assez différent évidemment des aides à la RDI, enfin de ce qu'on discute depuis ce matin, depuis ce midi. Donc
Là, on parle plutôt de problématiques de déficit. Sur une Innofin prêt, la France a 20% de part de marché et 30% sur Innofin Equity. Donc, on est plutôt pas mal. Sur Innofin RDI, c'est différent. On a un déficit qu'on estime, je crois, à 550 millions d'euros par an, quelque chose comme ça. Et alors, on a fait une évaluation sur la partie entreprise. Ça représente à peu près 160 millions d'euros par an, ce qui est beaucoup, hein. C'est par rapport aux aides qu'on distribue en France, c'est énorme en fait, hein. Et en plus, en général, c'est sur une partie sur laquelle on a lancé quelque chose d'important pour nous, hein, BPI France, et qui était dans une politique publique, qui est la partie Deep Tech, tout ce qui est le plan Deep Tech. On y est là, on est en cœur de ce truc-là. Et c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important également pour les entreprises elles-mêmes, parce que le financement de la recherche et développement, c'est toujours une difficulté. On l'a dit et on l'a entendu à la première table ronde, et dans le film d'ailleurs. Ça permet de collaborer avec des nouveaux partenaires commerciaux, ça c'est très important. Ça a été dit aussi et redit, et j'ai trouvé ça très très bien, parce que c'est pas uniquement du financement. Ça permet d'accélérer des compétences, hein, ça c'est très important, des compétences technologiques de premier niveau. Et puis ça permet aussi de faire des alliances et enfin de rentrer dans l'écosystème européen, qui est quelque part quand même, quand une boîte s'internationalise, théoriquement l'un des premiers écosystèmes qu'elle essaye d'atteindre. Donc tout ça c'est très utile. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu tout ça? Nous on a réfléchi, on a essayé de voir, on a essayé de benchmarker ce que faisaient les autres agences de l'innovation nationale dans d'autres pays, hein, donc qui sont en charge dans d'autres pays européens du financement de l'innovation des entreprises, des PME notamment, qui est le gros sujet. Et on s'est dit, qu'est-ce qui marche bien en France et qu'est-ce qui ne marche pas bien sur cette partie PME, hein. Je parle pas du reste. Donc on pense que le benchmark nous donne à penser que le niveau régional français et le niveau régional je dirais européen est d'à peu près du même niveau. En tout cas, le niveau régional français est d'un très très bon niveau par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. C'est-à-dire qu'en gros, les régions s'y sont mis, les pôles de compétitivité, les CCI, tout le monde participe à un effort extrêmement fort qui me semble de qualité. Enfin, en tout cas, nous qui nous sommes de qualité. Bon, peut-être qu'on se trompe, mais on félicite tout le monde. On pense qu'au niveau national, comme tu le disais, Bernard, on a peut-être un petit effort à faire quand même de coordination et de travail en commun et d'avoir des ressources dédiées un peu plus fortes. Et quand on regarde ce que font nos collègues dans les autres pays, on voit par exemple en Espagne, qui est un pays qui fonctionne plutôt bien en taux de retour. En fait, CDTI, qui est l'équivalent de la partie innovation de BPI France, a 30 personnes à plein temps là-dessus, quoi. Donc, on se dit qu'on a vraiment quelque chose à faire sur ce domaine. Ça, c'est un premier domaine en disant il faut quelque part faire plus d'accompagnement des entreprises parce qu'elles le demandent, elles en ont besoin. Et d'ailleurs, dans le film, etc., ils le disaient, en fait, les entrepreneurs qu'on a entendus tout à l'heure. Et puis, par ailleurs, c'est un des axes majeurs de notre plan stratégique à BPI France, accompagner les entreprises. Il n'y a pas besoin que de financement, il y a besoin aussi d'aide à la stratégie, la digitalisation, etc. Et l'européanisation, c'est sûrement quelque chose d'important également. Le deuxième point qui nous semble important, et ça a été dit également à la première table ronde, c'est que souvent les entreprises ont besoin d'aide, et cette aide par des professionnels, elle passe aussi par des aides elles-mêmes, des aides financières, et on pense qu'on pourrait un peu booster le niveau d'aide financière actuellement qui est dédié à ces aides de conseil auprès des entreprises. Dernier point avant de terminer, je pense qu'on a des enjeux, autour de tout ce qui existe déjà, qu'on connaît bien au travers de H2020, qui sont les programmes coopératifs, les aides à l'innovation, etc. On a aussi l'enjeu extrêmement important dans le monde des entreprises, qui a été cité tout à l'heure, c'est l'EIC. L'EIC, ça va être quelque chose de très important. On passe à la vitesse supérieure par rapport à ce qu'on a vu sur l'instrument PME. Il va y avoir de l'equity, il va y avoir plein de choses. Donc, on a intérêt à se préparer pour ça. Nous, on travaille d'ores et déjà avec les équipes de Jean-Éric Paquet pour essayer de voir comment on peut s'insérer dans ce dispositif qui va être très important et dans lequel, je pense, les entreprises auront besoin d'accompagnement, et notamment pour atteindre cette excellence qui va être, je pense, encore plus dure que ce qu'on a vu jusqu'ici. Merci Pascal
Lagarde. Continuons avec Vincent Marcatet. Vous êtes vice-président de l'Association française des pôles de compétitivité. Et évidemment, les pôles de compétitivité connaissent bien tous ces acteurs de la recherche, de l'innovation, les entreprises. Vous êtes là justement pour les faire discuter, les faire parler, et puis qu'ils fassent des projets ensemble, qu'ils montent des projets ensemble. C'est tout à fait ça. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, les pôles de compétitivité, ça fait déjà longtemps qu'on travaille justement à l'Europe. Rappelons juste quelques chiffres. On est plus de 3000 membres académiques, plus de 1000 ETI et grands groupes, et surtout plus de 9000 PME innovantes et start-up innovantes. Donc les pôles, on a parlé d'écosystèmes tout à l'heure, sont vraiment des écosystèmes où on construit la confiance entre ces différents types d'acteurs et où on est à même d'identifier des parcours très personnalisés pour chacun des acteurs. Alors évidemment, les grands groupes et les acteurs académiques n'ont pas besoin forcément des conseils des pôles de compétitivité, mais par contre, les startups et les PME innovantes, elles, ont largement besoin d'un accompagnement personnalisé parce que les envoyer à l'Europe sans les accompagner, sans les orienter vers les bons guichets, c'est juste les envoyer dans le mur, quoi. Tout à l'heure, on a bien vu qu'il a fallu pour Dawex, qui est une start-up bien musclée, avec des beaux sujets, tirer 5 fois pour réussir à toucher la cible. Voilà, dans le pôle que je préside, moi, la semaine dernière, on faisait un petit tour de table. J'avais un de mes administrateurs assez récents, PME, qui me disait, avant d'être dans le pôle, j'ai été accompagné par un cabinet pour aller dans un projet européen. Ça m'a juste coûté plein de sous parce que le guichet où il m'a envoyé, il y a eu 3% de taux de succès et évidemment, j'y étais pas. Donc, j'ai perdu du temps, de l'argent. Alors que en fait, maintenant, je vois que j'étais pas mature et que j'ai besoin d'avoir un accompagnement. Et je pense que pour être performant au niveau européen, on a besoin aussi d'avoir une vision un peu plus systémique et un peu plus consolidée entre ce que l'on fait à l'échelle de la région, ce qu'on fait au niveau de la France et ce qu'on fait au niveau européen. Parce que des PME primo accédantes à des projets collaboratifs, voilà, sincèrement, on ne peut pas les envoyer à l'Europe, ils vont aller dans le mur. Donc, on a besoin de passer par des étapes intermédiaires où ils vont commencer à se muscler. Et justement, c'est ce qu'on peut faire dans des appels à projets PME au niveau régional, puis ensuite au niveau national et ensuite au niveau européen. C'est important cette courbe de maturité parce que je pense que c'est comme ça qu'on aura des bons projets, qu'on aura des PME qui seront capables de faire du scale-up et que peut-être demain on aura des licornes. Donc voilà, donc les pôles ont fait cet accompagnement depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on a structuré dès 2013 en fait, à la création de l'Association française des pôles de compétitivité, avec la création d'une commission Europe, dont l'objectif a été d'être très présent à Bruxelles pour faire connaître les clusters français. Ça nous a permis d'ailleurs, ça dans le cadre d'un certain nombre d'appels à projets, que ce soit des appels à projets InnoSup ou des appels à projets COSME, d'être vraiment très présents. Par exemple, sur un appel à projet Go International, un tiers des projets accompagnés au niveau européen sont coordonnés par des pôles de compétitivité. Donc voilà, donc ça montre notre capacité à être efficace. Et puis évidemment, on fait beaucoup de veille, on fait beaucoup de partage de bonnes pratiques, on fait beaucoup d'accompagnement, encore une fois, personnalisé. Et ça nous a permis de faire en sorte que les taux de succès français au niveau de l'instrument PME, même s'ils ne sont pas bons, et on est tous d'accord, soient un peu moins mauvais que ce qu'ils auraient été sans l'action des pôles. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement finalement pour améliorer ce chiffre de participation, puisque apparemment les Français, quand ils répondent à des appels d'offres, ont des bons taux de succès, mais le problème c'est la participation. Donc comment est-ce qu'on motive, comment est-ce qu'on agit là? Qu'est-ce qu'il faut changer finalement? Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, encore une fois, je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une meilleure articulation région, État, pour qu'on soit tous bien alignés et qu'on aille en ordre et qu'on aille beaucoup plus vite encore que ce qu'on a fait. On reprenait tout à l'heure l'exemple de l'Espagne. Moi, au niveau de mon pôle de compétitivité, on a été un accélérateur européen pour une plateforme qui s'appelle Fiware. Et on accueillait des propositions de start-up et de PME venues de toute l'Europe. On avait 20 propositions espagnoles retenues pour une seule proposition française. Donc quand on est un cluster
en région française, bon, ça, on se dit, gloups, on a encore quelque chose à gratter. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on prenne des bonnes pratiques espagnoles. Donc je pense que, voilà, amélioration de l'anglais, faire en sorte que les politiques... Les Espagnols, ils parlent mieux anglais que nous? Ben, écoutez, C'est pas la réponse. en tout cas, ceux qui répondaient, oui, ils parlaient mieux. Ok, très bien. Ça c'est clair. En tout cas, peut-être qu'ils étaient mieux accompagnés, mais en tout cas, ça marchait mieux. Voilà. Et un point qui est évidemment très important pour nous en tant que pôle, c'est d'être à même d'être encore mieux reconnu en tant que structure d'écosystème au niveau européen, pour que les autres acteurs européens viennent aussi chez nous chercher des partenaires. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui marche très très bien, c'est que les grands groupes, les grands organismes de recherche, qu'ils soient européens ou qu'ils soient français, soient à même de faire monter à bord de projets européens des PME qui n'y étaient pas. C'est-à-dire cet aspect un peu grand frère, j'accompagne une structure qui n'avait pas l'habitude sur des projets européens pour leur faire connaître comment ça marche et vraiment en les accompagnant de manière bienveillante, c'est quelque chose aussi qui est très vertueux et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on encourage et aussi qu'on fasse en sorte que, parce que évidemment quand on ne peut pas arriver dans un projet européen à 40 000 Français en même temps. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Voilà, et ça, c'est aussi un vrai savoir-faire avec les bons partenaires. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte de recommander des PME qui sont au bon niveau à d'autres partenaires européens qui, dans leurs propres projets, vont pouvoir les emmener. Et ça aussi, ça nécessite que tous ces partenaires connaissent les pôles de compétitivité français, les reconnaissent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau européen, là, les pôles français se sont mis en porte-parole d'une initiative de labellisation de l'excellence des clusters européens qui s'appelle ECE-I2, c'est pas très ici I2, c'est plus joli comme ça, qui justement nous permettra de voir en Europe quels sont les clusters qui sont des clusters de confiance, des clusters d'excellence. Un point qui est aussi, je pense, super structurant pour notre avenir collectif dans le succès dans les projets européens, qui commence d'ailleurs dès maintenant avec Horizon 2020 et qui va encore s'amplifier avec Horizon Europe, c'est ce qu'on appelle les Digital Innovation Hubs, qui sont en fait la capacité à mettre en réseau, au niveau d'un territoire, des acteurs de l'innovation comme des pôles de compétitivité, donc avec des pôles numériques qui vont contribuer en fait à une transformation numérique d'un certain nombre de filières verticales, comme l'énergie, comme la mobilité, comme l'usine, comme la santé, comme l'agri-agro. Et ça nécessite vraiment une mise en réseau de tous les acteurs, donc des pôles numériques et des pôles métiers, on va dire plus traditionnels, mais aussi de plateformes comme les instituts de recherche technologique, mais aussi des SATT, mais aussi des acteurs académiques, mais aussi des incubateurs, mais aussi des French Tech. Voilà, donc il faut vraiment qu'on bâtisse une équipe de France autour de ces DIH, parce que à partir de ces DIH, on aura la capacité à aller chercher en fait des financements européens qu'on pourra redistribuer au niveau régional. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, super structurant pour le futur. Et je crois que c'est important là aussi que l'État, les régions soutiennent les pôles dans cette capacité à construire ces Digital Innovation Hubs qui vont vraiment être très, très, très structurants. On va, si vous voulez bien, continuer avec Alain Schul. Vous êtes vous directeur général délégué à la science du CNRS. Alors, quand on est le CNRS, des milliers de chercheurs, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement aussi, là aussi, vous êtes au cœur du réacteur pour améliorer cette participation française? Bonjour à tous. Oui, effectivement, CNRS, pour le positionner, CNRS, c'est un organisme de recherche pluridisciplinaire. Je veux dire, si on regarde au niveau de l'ADN du CNRS, c'est la recherche et la recherche fondamentale. Et si on regarde au niveau des outils qui sont faits pour la partie recherche fondamentale, qui est l'ERC, le CNRS est le premier bénéficiaire européen de l'ERC, donc il se positionne à ce niveau-là. Si un des éléments, c'est que le taux de succès, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, est très élevé, hein, puisqu'on a un des taux de succès les plus importants. N'empêche que, par exemple... quand vous comparez à quoi? D'autres organismes, vous voulez dire au niveau de la France, le CNRS, au niveau de la France, on est autour de 15,5%, autour de 15%, et c'est le même niveau que l'Allemagne, parmi les plus hauts pays. Et c'est
c'est ce que je voulais dire. Mais par exemple, sur les résultats de l'appel de Starting Grant qui sont sortis au mois d'août, À l'ERC, oui. à l'ERC, la France n'était que le 4e, derrière un pays qui est très, très important en recherche, qui est les Pays-Bas, mais qui quand même n'a pas la même superficie en recherche que la France. Donc voilà, si je reprends le plan qui a été présenté, et je vais essayer de voir ce qui se fait et ce qui va se faire au CNRS dans les années qui viennent, accompagner, je commence par le milieu, parce que en fait, c'est quelque chose dans lequel on est assez bon. C'est-à-dire que dès qu'on a repéré quelqu'un qui veut postuler un projet européen, que ce soit un ERC ou que ce soit des projets collaboratifs, eh ben on a mis les moyens, le CNRS avec ses partenaires, on a mis les moyens pour l'accompagner et c'est ce qui fait que le taux de succès est assez élevé. Soutien, du coaching, etc. notamment. Soutien, coaching, accompagnement par des ingénieurs de projet qui permettent de monter le projet et d'écrire le projet. Tout ça, on y arrive. C'est pour ça qu'on arrive à des taux de succès. En revanche, là où on est un peu moins bon, comme tout le monde, c'est pour inciter. Ah oui. Inciter. On a mis en place un certain nombre de procédures. Par exemple, il y a les porteurs de projets, que ce soit des ERC ou des projets européens collaboratifs, ont des primes qui sont conséquentes. On communique de manière régulière et on voit que ça a un effet. Il y a des disciplines qui communiquaient peu et qui communiquent beaucoup et on voit apparaître un grand nombre de candidats. On va mettre en place des formations par les pairs, c'est-à-dire des gens qui ont eu, des gens par exemple ceux qui vont avoir des trophées aujourd'hui, et on va les solliciter pour faire en place, mettre des formations pour les futurs, les candidats, les futurs candidats. Et voilà un certain nombre d'actions. Il n'est pas exclu aussi qu'on aille un petit peu plus loin dans le fait que de flécher une partie des budgets de nos unités à le nombre de projets européens qu'ils auront déposés. Donc on est plutôt dans le côté incitation forte à ce niveau-là pour aller dans cette direction, pour augmenter le nombre de projets européens. Le troisième aspect qui était la partie influencée. L'influence, oui. L'influence. Donc on a décidé, sous l'impulsion d'Antoine Petit, notre PDG, on a décidé on a fait au mois d'octobre, pour la première fois, une réunion du collège de direction du CNRS, l'ensemble de la direction du CNRS, les 10 directeurs d'institut et l'ensemble de la direction, à Bruxelles. On s'est déplacé à Bruxelles, on y est resté 3 jours, on a rencontré un très grand nombre de personnes de Bruxelles, en particulier Jean-Éric Paquet et d'autres. Les directeurs d'institut ont rencontré, il y a eu plus d'une centaine de rendez-vous qui ont été et ce qui nous a augmenté d'abord dans notre connaissance pratique de Bruxelles, et aussi d'avoir fait connaître le CNRS à un certain nombre d'acteurs. Et on a décidé de continuer dans cette direction-là. J'y retourne, moi, dans 10 jours, et on va y retourner régulièrement pour à la fois mobiliser ou accompagner nos équipes qui sont dans le bureau de Bruxelles, et aussi pour comprendre comment faire participer plus les chercheurs du CNRS à tous les groupes, à tous les comités dans lesquels on pourrait être participant. Et puis Antoine Petit va rencontrer le 17 décembre Moedas à Bruxelles aussi, donc pour un commissaire européen. Ouais. Commissaire européen. Voilà ce que je pouvais dire rapidement pour montrer comment on s'implique. Juste une petite question justement sur ces porteurs de projets ou ceux qui se lancent effectivement dans des projets européens. Souvent ça prend du temps, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de mieux valoriser ce sacerdoce, parce qu'on est porteur de projets, on va les féliciter, célébrer leur succès évidemment, mais mieux valoriser ça au niveau de leur carrière, de la prise en compte, leur note de que sais-je, leur appréciation, leur évaluation annuelle. Là, on est. Merci de poser la question parce que ça me permet de dire que tout ça est aussi très discipline dépendant. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines qui, depuis un certain nombre d'années, ont fait ce changement. Et non seulement de se consacrer du temps à un contrat européen ne les pénalise pas, mais au contraire, c'est bien vu par les. Il y a d'autres disciplines où il y a encore ce travail à faire. Et comme il y a des disciplines où on a Par exemple, je ne sais pas si on peut donner des exemples, mais si vous ne le souhaitez pas, on ne le fait pas. Non, on va peut-être pas. Oui, je comprends, d'accord. Il y a des disciplines où encore valoriser cet investissement est plus compliqué. Après, nous, on a aussi un travail à faire, c'est
valoriser le fait que quand on envoie quelqu'un du CNRS ou de n'importe quel, on envoie quelqu'un consacrer du temps, plusieurs années à Bruxelles, faire en sorte qu'au moment où il revient au CNRS ou ailleurs, il puisse avoir une carrière qui non seulement n'a pas été pénalisée, mais au contraire a bénéficié de ce passage. De ce passage, très bien. Alors, voilà, on va ouvrir les questions, vos interventions. On a là une personne qui a levé le bras avec beaucoup d'énergie. Ça ne doit pas marcher aussi. Bonsoir. Moi, je voudrais compléter ce qui a été dit là. Je n'ai pas tout à fait la même expérience. J'ai été coordinateur, partenaire ou package manager depuis 20 ans. C'est vrai que le CNRS a fait des gros efforts pour accompagner les gens qui vont présenter un projet. Ça marche bien. Maintenant, ça tourne. J'ai aussi participé à des aides comme ça. Par contre, quand on a un projet, ou quand on avait, je ne sais pas encore, moi j'ai jamais eu une prime, quelle qu'elle soit, pour de la coordination. Mes copains qui avaient de l'ERC, eux, ils avaient une prime. Moi, je n'avais pas de prime, alors je prenais beaucoup plus de temps qu'eux sur le projet. D'ailleurs, ça me prenait une partie du temps, et les sections, parfois, me disaient, vous feriez mieux de faire autre chose que de faire des projets européens, ou alors essayer une ERC, comme ça vous serez tranquille. Ça, c'était un message qui m'a été envoyé il y a une dizaine d'années quand j'ai candidaté pour être DR1. J'espère que ça va changer. Ce qui est important maintenant, c'est non seulement présenter un projet, on sait que ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué, les taux de succès. D'ailleurs, il n'y a pas que le RC dans le pilier 1, il y a aussi les fêtes. Je vais demander de faire une question très courte, monsieur, parce que... Un commentaire, mais elle était déjà il faudrait aider les gens pendant que le projet tourne. Parce que quand on a un petit projet à 500 000 euros, 600 000 euros, on ne peut pas payer un coordinateur. On ne peut pas payer une aide. Donc ça, il faudrait qu'on aide les gens quand ça leur ferait moins peur. Donc vous êtes chercheur, monsieur ? Oui, moi je suis chercheur. Tout à fait d'accord. Il y a 10 ans, il n'y avait pas. Et je veux dire, depuis quelques années, on a mis les mêmes primes pour les porteurs de projets européens que les porteurs de RC. Donc voilà. Après, effectivement, sur les projets qui se passent en plusieurs étapes, où il y a une première phase, une deuxième phase, il est très possible, on y réfléchit, de travailler au fait que tous les porteurs de projets qui passent la première phase, à ce moment-là, de mettre tout de suite des moyens pour les aider à la deuxième phase. Parce qu'en général, la première phase est assez légère, et ce qui prend beaucoup de temps, c'est la deuxième phase. Et là, on peut très bien travailler là-dessus, parce qu'une fois qu'on a passé la première phase, même dans les projets de pilier 2, les taux de succès commencent à être tout à fait raisonnables. Mais si vous avez des idées de choses qu'on pourrait faire, moi je suis preneur aussi. Ah, je vous mets au défi là. Une dernière intervention. Est-ce qu'on a une main qui se lève tout là-haut, monsieur, s'il vous plaît? Monsieur l'hôte, s'il vous plaît. Monsieur l'hôte. Allô, 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 allô. Monsieur l'hôte, voilà, on va là-haut, tout de suite, merci beaucoup. Allons-y. Allons-y, allons-y. Voilà. Oui, bonsoir, Nicolas Evin, je suis le président d'une société qui s'appelle Novanexia, qui est membre de l'association des conseils en innovation, et je voulais rebondir sur les propos de monsieur Vincent Marcaté à propos des cabinets conseils qui accompagnent les PME notamment. Juste pour information, Novanexia a accompagné la société CardiaWave qui va tout à l'heure être récompensée et qui a gagné l'instrument PME phase 2. Voilà, juste pour illustrer un petit peu les propos de ce que sont capables d'apporter les cabinets conseils en innovation. Et on a eu hier les résultats du call instrument PME phase 2 d'octobre. Et donc j'ai le plaisir de confirmer que 3 PME françaises, 3 startups ont été accompagnées par Novanexia efficacement parmi les 12 et vont probablement être financées. Alors, est-ce que vous aviez... Non, d'accord, très bien, monsieur Marcaté. Écoutez, mon propos n'était pas de dire que les conseils en accompagnement, toutes les sociétés comme les vôtres qui étaient là pour accompagner ne faisaient pas du bon travail. En l'occurrence, il y avait une expérience malheureuse au niveau de cette PME, mais nous-mêmes, au niveau des pôles, nous travaillons beaucoup avec des entreprises comme la vôtre, et elles sont vraiment utiles. Et comme ça a été dit, il faut vraiment qu'on travaille en équipe pour faire en sorte que les PME, notamment, soient accompagnées sur les bons projets, et votre expertise est importante à ce titre-là. Là, je faisais juste que rapporter une expérience malheureuse, mais heureusement, à côté de ces expériences malheureuses, il y a beaucoup d'expériences heureuses. Et merci de votre témoignage.
Alors, on va clore l'après-midi dans quelques instants avec la cérémonie de remise des étoiles de l'Europe. Alors, c'est des projets absolument fascinants dont on va vous parler, fabriquer des composants électroniques à l'atome près. Certains ont été capables de tester en urgence un nouveau médicament antiviral contre Ebola, la création de parties d'un moteur de satellite utilisant un carburant propre et non toxique, et la réalisation d'un premier démonstrateur d'éoliennes flottantes. Ce sont que des exemples de ce qui a été effectivement réalisé.